Et on va passer à un élément qui est très important, parce que, comme vous le savez, on en a un petit peu parlé ce matin sur la mesure sur les autorisations à donner pour la pratique de la chirurgie. Il y avait la notion de seuil, mais il y a aussi la notion de qualité. Et la question qui se pose, c'est comment peut-on mesurer cette qualité et l'intérêt d'Alain qui se porte dessus depuis très longtemps va nous apporter plein d'éclaircissements intéressants. Merci Marcel, merci d'avoir accueilli l'Académie. Il y a quelques années, j'avais communiqué, puis je suis moins fidèle parce que je suis souvent dans l'Académie. Je suis ravi de pouvoir faire cette présentation. Alors, effectivement, le titre que vous avez sur votre papier, je vous rassure, ce n'est pas ce que je vais vous traiter, donc ne prenez pas peur. On va essayer de parler de mesure de la qualité et justement l'utilisation et l'intérêt de ces bases de données pour cette mesure. Alors, une chose que je vais bien commencer mon propos, cette espèce d'hystérie que j'entends chaque année, cette publication dans le point, vous montrer que, et même nos hôpitaux sont là, il faut donner des données au point, etc. Je trouve ça, mais bon, c'est représenté dans les notes, mais alors ce n'est pas de la qualité, ce n'est pas pour plusieurs raisons. D'abord, je suis désolé, je vous en parlerai, je travaille avec une équipe qui connaît parfaitement l'extraction des bases de données PMSI, il y a un sujet après, mais aussi c'est compliqué, il faut connaître. Et je ne pense pas qu'un journaliste ait les compétences pour extraire des données comme ça, de manière la mortalité, le stade n'en parle plus, brut, ce n'est pas une bonne mesure. Et puis l'autre point, vous avez vu qu'il y a dans le point, il y a la notoriété en fonction des patients qui viennent d'autres départements. Et ça, pour avoir travaillé avec des géographes, parce que j'ai rencontré des géographes, qui disent que ça ne mesure en rien la notoriété d'un établissement parce que les patients viennent du département d'à côté. Voilà, et je me suis amusé, puisque j'ai la chance de pouvoir travailler à la fois avec Epitor, mais également sur le PMSI, et de prendre les 30 premiers du point dernier, et puis, puisque j'ai donné du PMSI, sur la mortalité ajustée de ces 30 premiers qui sont dans le point, et regardez, faire une corrélation. Vous voyez les points, c'est la corrélation. Vous voyez, il n'y a aucune corrélation entre le classement du point et la mortalité. Vous voyez, donc c'est simplement, il ne faut pas, voilà, c'est critiquable. Peut-être le publier dans l'Express. Mais en plus, vous croyez bien, parce que j'ai passé il n'y a pas longtemps une tribune dans l'Express sur la qualité, et j'en avais parlé à la journaliste, elle m'a refusé, je ne peux pas critiquer mon collègue. Voilà, vous le dire vous voyez, c'est le problème de la publication. Non, mais pour vous dire que je pense qu'il vaut mieux être, nous, professionnels, acteurs de nos bases de données, acteurs de nos mesures de qualité, plutôt que ce soit des journalistes qui vendent du papier et qui racontent, je peux dire presque des fake news, voilà, si on peut résumer. Une autre chose intéressante, j'aime bien regarder l'OCDE, les tableaux de bien rapport chaque année, l'OCDE, et ils font aussi ils regardent la qualité, notamment des indicateurs. Il y a un premier indicateur, j'ai pris, il y en a plusieurs, sur la qualité de résultats, sur la mortalité par infarctus du myocarde. On voit que la France se situe dans la bonne partie par rapport à la moyenne de l'OCDE. C'est plutôt pas mal. J'ai regardé, puisque je savais que cette illustre rassemblait beaucoup de chirurgiens digestifs, j'ai regardé la survie du cancer du côlon. On voit que la France se situe pratiquement dans la moyenne par rapport aux autres pays de l'OCDE. Mais il faut le mettre en perspective de ce qu'on dépense en France par rapport au PIB. On voit par contre qu'on est vraiment dans les meilleurs. On dépense le plus, on va parler des États-Unis, mais on est quand même dans les tout premiers. Donc c'est important que cette démarche qualité, on doit s'y intéresser, on doit travailler parce que peut-être que là aussi on parle d'un autre problème, d'abord c'est l'efficience. On n'a peut-être pas un système où on dépense beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il est suffisamment optimal, efficient et pour apporter des soins de qualité à nos patients? Là aussi, on regarde la littérature on s'aperçoit, j'ai pris la Hollande, il y en a d'autres qui ont publié énormément sur les indicateurs de qualité de résultats, sur des bases de données. Il y a un travail qui est considérable et on est vraiment à la traîne. On est vraiment à la traîne là-dessus, même s'il y a des choses qui avancent, même des choses avancent, on est très 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 en retard par rapport à ces pays. Donc, pour résumer maintenant, pour rentrer dans cette introduction un petit peu provocatrice, un petit peu. La qualité des soins, ça a été parfaitement décrit. Comment à la mesure? Il y a trois dimensions essentielles. Et ça, ça a été décrit en 1988 par un auteur qui a parfaitement décrit, et c'est admis. La première, on évalue la structure. Donc
de lits, les soins intensifs, est-ce qu'il y a des réanimations, est-ce qu'il y a un secteur ambulatoire, le volume d'activité, par exemple, je vais pas noter ici, le ratio, le nombre d'infirmières par rapport au nombre de patients, tout ça, c'est ça la structure. Le processus, c'est-à-dire est-ce que les actes sont conformes à la pratique, aux recommandations, c'est la pertinence des soins qu'on entend maintenant, qu'on nous entend régulièrement, on parle régulièrement, est-ce que la pratique est conforme à ça, c'est le processus. Et le dernier point, et celui pour l'instant, on a tout à faire en France, tout à écrire, c'est les résultats. Parce que c'est important de savoir que là, toute la pratique qu'on met, est-ce qu'on réduit la mortalité, est-ce qu'on a une mortalité acceptable, ou est-ce qu'on n'a pas de complications inappropriées, tout ça c'est important. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, on l'a fait entre nous, peut-être de manière confidentielle, mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas rentré dans la route. C'est le troisième élément. Et concernant les différences qu'on peut observer, parce que ça aussi c'est important, par rapport à cette question de résultats. Il se décompose de la façon suivante. Il y a d'un établissement à l'autre, il y a la caractéristique des patients. C'est vrai qu'on ne sait pas où je prendrais que chaque centre, selon sa situation, ne prend pas en charge le type de patient en termes de comorbidité, d'âge, etc. Mais il y a d'autres facteurs, malheureusement, qu'on ne maîtrise pas ou qu'il faut arriver à maîtriser le mieux possible. C'est des facteurs de confusion qu'on ne prend pas en compte, des données manquantes, comme signalé Pierre-Emmanuel, les biais de mesure, est-ce que nos items sont suffisamment reproductibles, sont mesurés de la même façon. C'est ce qu'on appelle l'incertitude. Bon, j'ai mal à le traduire, parce que les anglo-saxons disent noise, le bruit, etc. Et puis enfin, le dernier point, c'est la qualité des soins. C'est celui-ci qui nous intéresse. Et donc, vous voyez, dans toutes les différences observées, il faut pouvoir avoir tout ce qui est la partie du milieu la plus faible possible pour pouvoir en tirer des conclusions sur la qualité des soins. Vous voyez, ça doit être le plus petit possible. En France, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la certification des établissements, vous connaissez tous, hein. Donc ça s'intéresse à la structure, un peu au processus, notamment pour la prescription. L'accréditation, je pense que là vous connaissez parfaitement, c'est surtout le processus qu'on fait l'accréditation. Et puis les résultats, comme je vous ai dit, pour l'instant, on est sur notre fin en France, alors qu'il y a d'autres pays qui sont bien plus en avance que nous. Là, les éléments essentiels, ce sont de trouver des indicateurs. Si on veut faire de la qualité, il faut des indicateurs, il faut des outils de mesure, c'est indispensable. Donc il y a des critères comme tout outil de mesure qu'on utilise pour mesurer, il faut qu'il soit valide, fiable, pertinent, univoque. Que ce soit pour mesurer la structure, le processus et les résultats. Voilà, maintenant on va s'inscrire dans ce qu'on appelle la démarche qualité, tout l'espèce d'échelle, de démarche d'escalier qu'on va graver. Première étape, il faut élaborer un indicateur. Et ça, c'est là où c'est important. Et dans la tribune que j'ai faite, c'est voilà, attention, c'est pour ça que je dis c'est important que ce soit les professionnels de santé, que vous êtes, que nous sommes, qu'on soit maître de l'outil. C'est à nous de définir l'indicateur de résultat. Qui parle, c'est pas rien contre la DGOS, mais la DGOS au ministre, tiens, aujourd'hui j'ai décidé de prendre cet indicateur. Non, c'est aux professionnels de santé d'élaborer cet indicateur. Bon, j'ai pris la chute thoracique parce que c'est celle que je connais un petit peu. Donc la mortalité post-opératoire, ça part, mais si vous faites par exemple de l'orthopédie, la prothèse de hanche, la mortalité post-opératoire, si, ça peut être intéressant, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'indicateur qui va intéresser les orthopédistes, par exemple. Mais on peut avoir d'autres indicateurs, la morbidité, ventilation, les problèmes de ventilation, le SDRA, etc. Et un point important sur lequel on va être attendu aussi, c'est les réhospitalisations non programmées. Et c'est vrai que là, on est en train de faire un travail, là je n'ai pas de chiffre précis, mais je dois une idée, sur la programmation non programmée en chirurgie thoracique avec la base de MSI. On est à peu près par là entre 15 et 20%. Alors quand on regarde les données nord-américaines, est-ce qu'on peut comparer cette taux sensu, ils en sont à 10-11%. Vous voyez comme quoi il y a certainement une amélioration à faire par rapport à notre façon de travailler, d'autant qu'on fait sortir le malade de plus en plus vite, et des fois ils reviennent de plus en plus facilement à l'hôpital. Donc là, élaborer un indicateur, je l'ai dit, c'est un outil de mesure. Ensuite, je ne reviens pas sur les qualités. On en reparlera, mais les taux bruts, on peut les utiliser, mais si on veut faire de la mesure de qualité, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on verra, je vous montrerai un exemple concret tout à l'heure, quand le taux brut, ça dépend exactement du type de patients qui sont traités. Donc il faut, si possible, et dans la mesure du possible, standardiser ces taux. Il y a des méthodes, tout le monde sait faire, c'est rien d'extraordinaire, qui prend en compte les caractéristiques des patients et la gravité de la pathologie. Autre élément, l'utilisation d'une base de données. Alors là, vous voyez, on a parlé de la donnée, on a fait un brillant exposé, et de même que Pierre-Emmanuel, on a effectivement. Mais, j'insiste, il y a aussi le PMSI, base de données médico-administratives. Il y a des critiques, on peut en faire. Mais quand on regarde, l'autre fois j'ai regardé, il y a le premier livre publié
le nord-américain par une dame. C'était en 1994 sur l'utilisation des bâtonnets pour faire la mesure de qualité. 1994, nous sommes en 2018. Vous voyez, donc je pense que ça peut être des outils qui peuvent être avec des critiques. On sait très bien qu'avant 2005, les données PMSI ne sont pas fiables. Mais après, je pense que ça mérite quand même de s'y pencher. Et Pitor, puis Picard pour la chaîne cardiaque, ce sont des données intéressantes. Voilà, donc je fais une comparaison très simpliste. Vous voyez. Si on regarde l'exhaustivité des patients, oui, parce que comme on a un traceur, l'acte chirurgical, c'est facile, on repère tous les patients très facilement sur le territoire français, ceux qui ont une XRL pulmonaire. Par contre, pour Epitor, là, c'est peut-être pas toujours, on verra plus loin. Et aussi les centres, c'est pareil, vous avez tous les centres, comme ça, vous pratissez large. Le papier qu'on vient de publier sur la pratique de la chirurgie du cancer du poumon, il y a 158 centres qui font des XRL, qui en font 2, 3, mais on les a répertoriés. Là, ce qu'on peut dire peut-être dans le PMSI, les travaux qui ont été faits sur la qualité du codage, je dirais que maintenant on peut-être surestime, parce que vous savez très bien que c'est un outil de valorisation. On a intérêt de mettre beaucoup de comorbidité pour ne pas faire passer le GHS, c'est l'un des évaluations les plus importants. Peut-être que les Pitor, des fois, peut-être on peut sous-estimer. La pathologie, malheureusement, le TNM, on ne l'a pas avec le PMSI. Là, on a avec l'acte chirurgical, on en a 2 cas. La mortalité, ça c'est facile, parce que vous savez très bien qu'avec le PMSI, le mode de sortie, hein, vous savez, ça peut être vivant à domicile ou dans un autre établissement, ou décès. Donc, et on peut même récupérer, quand vous avez des équipes comme chez moi, où on a un schéma du patient, on peut récupérer, même si le patient va décéder dans une autre structure. Et il a atterri à son hôpital initial. Par contre, pour d'autres indicateurs avec le PMSI, c'est peut-être plus problématique. Alors, ce que j'ai fait, puisque j'ai la chance d'avoir les deux, pour travailler avec le Epitor et puis le PMSI, on a regardé la chirurgie du cancer du poumon en 2007-2017, avec 150 centres qui incluent en malade Epitor, et puis j'ai le champ de code finesse. Alors, c'est entre nous, vous ne le répéterez pas, code finesse, on retrouve le nom d'établissement. Donc, j'ai pu faire un matching entre les deux. Hein, voilà, alors c'était long, hein, parce que je n'ai pas mis au point une méthode, ni un algorithme, hein, je l'ai fait à la main, je reconnais. Et on a regardé simplement 2 choses. Le nombre de résections pulmonaires et le nombre de décès. Donc j'ai fait un ratio entre les deux, entre l'Epitor et puis le PMSI, pour voir, voilà pour le ratio volume, hein, ce qui est Epitor et PMSI. On voit quand même qu'il y a des centres pratiquement à 1, qui sont pratiquement à quelques éléments près, il y a le même nombre de résections pulmonaires sur la même période. Par contre, il y en a d'autres, malheureusement, qui sont quand même loin, et ce qu'on peut regretter, j'ai discuté avec Marcel, hein, c'est pas un scoop, ce qu'on peut regretter, c'est que même des gros centres français, je ne parle pas des petits centres, etc., anecdotiques, mais même des gros centres français, malheureusement, rentrent à peu près la moitié de leurs patients sur la même période. C'est un peu dommage, et ça, je pense que là, tout le travail de contrôle de qualité d'Amérique, il va falloir. C'est pas évident. Pareil pour le décès. Vous voyez, il y en a un qui a le décès, même certains, il y en a un qui a même plus de décès dans l'Epitor que dans le PMSI. Oui, un ou 2 près, hein, attendez, c'est à la marge. Alors, ce que j'ai fait, avec le risque d'erreur, j'ai classé les établissements en fonction du ratio de volume. J'ai mis 0,7 pour prendre en compte une marge d'erreur, le volume et les décès. Donc, il y a 26 centres qu'on estime qu'ils ont des données de qualité correctes, avec, ça représente à peu près 10 000 interventions. Et puis, il y a 119 centres, 9655, qui ont vraiment un ratio inférieur à 270, aussi bien pour le nombre de résections que pour le nombre de décès. Et si on regarde de plus près, on peut comparer, puisqu'on a des comorbidités, c'est là aussi, c'est que quand on prend les centres corrects, que j'ai appelé les corrects, et puis qualité insuffisante, on voit que régulièrement, il y a une sous-déclaration des comorbidités. Aussi bien pour l'insuffisance cardiaque, qui est important, parce qu'un patient qui a une antécédent cardiaque et une valvulare pulmonaire, ça influe de manière considérable la survie. La c'est pareil aussi. La pathologie coronarienne également, la dénutrition également. Et puis, on voit quand même, bon, c'est normal, le taux de décès de 2,8 qui se rapproche du taux des données PMSI, alors qu'il est 1,8 pour les substances qui ont une sous-déclaration. On voit également le modèle, parce que bon, je ne peux pas vous faire des mathématiques, le modèle qui sert pour faire l'ajustement, hein,
il est sous-calibré, il est mauvais pour les centres, enfin mauvais, la donnée est insuffisante. Et donc, si on estime des mortalités avec ce modèle, on va être des données qui sont encore incroyables, qui sont biaisées. Et voilà, et la conséquence, regardez, si vous prenez des centres de qualité insuffisante, vous avez le taux brut et le taux ajusté. Ça, c'est la répartition des centres du taux. Alors, c'est par rapport à 1, là, vous verrez, je ne veux pas rentrer en détail, mais on voit qu'il y a une grande dispersion, que ça, c'est interquartile, 1,4, alors que quand les centres ont des données correctes, 0,67. On voit quand même que les différences sont beaucoup plus rapprochées. Et si on ajuste ce qu'on dit, c'est pareil, pratiquement, c'est divisé par 2 pour les centres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut mesurer la qualité dans ces centres-là, on ne mesurera pas la qualité, on se trompera, parce qu'il y a une marge d'erreur trop importante et on aura des conclusions erronées. Même chose, ce graphique représente la même chose, on voit ceux qui ont une mauvaise qualité, on voit la grande dispersion. Et puis, on voit par contre ici, les données sont plus recentrées, donc la seule différence qu'on observe, c'est vraiment la qualité, et non pas plein d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc pourquoi, vous voyez, l'importance des données de qualité est essentielle. Parce que ça contribue, ça évite les grandes hétérogénéités entre les centres. Les modèles qu'on utilisera pour l'ajustement sont pris en défaut. Et on aura une grande incertitude, et du coup, on ne mesurera pas la qualité, on mesurera toute autre chose que de la qualité, et on aura des conclusions totalement erronées. Voilà, pour les bases de données. Maintenant, le taux standardisé. Je vais rapidement en venir, qu'est-ce qu'on entend par taux standardisé? En effet, on peut estimer pour chaque centre qui participe à la base, on emporte ce rapport O sur O. C'est quoi? C'est le nombre de décès, par exemple, observés. D'accord? Et par rapport au nombre de décès attendus. Alors comment estimer ce nombre de décès attendus? Je vous l'ai déjà dit, mais c'est par rapport aux caractéristiques du patient et la gravité de la pathologie. Ça c'est important, et on fait un ratio. Moi ce ratio, lorsqu'on est bon, on est de 1, lorsqu'on est excellent, il est inférieur à 1, et lorsqu'on n'est pas bon, on est au-delà de 1. Mais on peut multiplier ce ratio par le taux de la moyenne nationale de mortalité de base, et on aura le taux standardisé du décès. Voilà ce qui devrait être utilisé pour tous les indicateurs si on veut faire de la démarche qualité, la mesure de la qualité. L'exemple, vous voyez, avec le PBCI toujours, la mortalité observée, vous avez 200 qui auront quand même 5% de décès, c'est pas très bon cela, mais lorsqu'on calcule leur taux standardisé, il passe à 3,8 et 3,3, ce qui est quand même déjà, on se rapproche de la moyenne nationale, c'est mieux. À l'inverse, ces deux établissements bas, là, ils avaient quand même des taux de décès observés assez bas, par contre, quand on ajuste, on voit qu'ils remontent. Vous voyez l'intérêt de ces taux standardisés. Donc c'est pour ça que je pense que c'est indispensable si on veut faire de la mesure de qualité, je le dis, j'enfonce le flou, je m'en excuse, je suis un peu monomaniaque là-dessus, mais il faut faire du taux standardisé. Enfin, comment on va utiliser ces taux standardisés? Il y a plusieurs façons. La première, on classe les établissements. Ça, c'est par exemple, c'est le système de la STS base américain. Vous avez des centres qui sont classés, qui ont des étoiles, une étoile quand ils ne sont pas bons, 2 étoiles quand ils sont moyens, et 3 étoiles quand ils sont excellents. Et ça, c'est publié carrément dans les sites web. Moi, je vais vous dire une chose, mon point de vue, je pense que ça, si on fait en France, personne ne participera. Je pense qu'il y a un problème de culture, il y a un problème. Et je pense, attention, je vous dis, ce que je dis là, c'est pas. J'ai entendu des choses. C'est que les patients souhaiteraient avoir ces chiffres, ces données affichées ouvertement. Moi, je pense que c'est très dangereux. Enfin, je pense que c'est très dangereux parce qu'il faut être sûr que la méthode soit parfaite. Il faut faire attention et puis il faut que les professionnels s'habituent. Là, on est en train de changer complètement de mode de pratique. Moi, je pense que ces méthodes de classement, de ranking, comme ils disent, c'est pas une bonne méthode. Je pense qu'il y a d'autres méthodes qu'on nous a classées qui sont bien plus pédagogiques, conviviales et que, de mon point de vue, les équipes adhéreront à ces programmes. En effet, c'est la deuxième, on se comporte toujours à la référence nationale. C'est une méthode graphique, c'est intraduisible, et je trouve qu'il y a vraiment des vertus pédagogiques. Là, il n'y a plus de classement. Simplement, on se compare avec la référence nationale, on élabore, là, il y a des limites, on élabore, mais ça c'est des problèmes de calcul mathématique, mais ça c'est pas compliqué avec une base de données de le faire. D'ailleurs, je crois que Marcel, il a fait un correcteur maintenant, et on peut le communiquer à chaque centre, à un moment donné, limite acceptable et inacceptable. Vous voyez la prudence. Et ensuite, on peut, alors bon, ça c'est un exemple, mais pas. On peut voir ce qu'on peut faire, un autre exemple, ce qu'on peut faire avec Epitor. Bon, alors, là, j'ai pris les clés respiratoires et on voit qu'elles sont quand même pas mal au-dessus des limites. Mais je fais ça rapidement à titre d'exemple, ça n'a jamais été utilisé. Tout simplement, voilà ce genre de choses qui pourraient être communiquées à chaque centre. Alors,
de manière anonyme, et on pourrait le point, par exemple, juste le centre qui le concerne. Il verrait s'il est dans les clous, ou au contraire, s'il est au-delà des limites. Et ça, à ce moment-là, il pourrait mettre en place les mesures nécessaires. Et ça, c'est une valeur pédagogique. Je crois bien, si je ne me trompe pas, je crois que l'agence de médecine, elle le fait depuis un certain nombre d'années pour ceux qui font des grèves. Voilà. Donc vous voyez, ça existe, c'est possible, et ça marche. Parce que je parle couvert des gens qui font la transplantation, ça leur pose aucun problème, au contraire, c'est très motivant. Et le dernier point, on peut utiliser aussi le suivi d'indicateur au cours du temps. Donc c'est inspiré, alors je m'en excuse, à l'industrie, du contrôle qualité de l'industrie, du monde industriel, qui est bon, peut-être pas toujours extrapolable, mais je pense que ça peut être aussi un outil à utiliser. Donc on mesure l'indicateur au cours du temps. Et là aussi on fait un graphe. Bon, il y en a d'autres, hein, mais je n'ai pris qu'un. C'est la différence, toujours pareil, entre le nombre d'événements observés et le nombre d'événements attendus. Là aussi on élabore des limites et puis on met en place. Là l'exemple que je vous citais, c'est toujours les complications respiratoires. J'ai pris un décembre, vous avez vu sur le funnel plot qui était au-delà, et puis on l'a suivi, puisqu'on a, c'est facile, on a les données, les dates. Donc on l'a suivi au cours du temps, son évolution, entre cette complication. Et voilà, ce que ça donne sur le graphique. Vous voyez très bien que là il était à bon, d'un seul coup, là il a dépassé, c'est à ce moment-là où il était au-delà, donc il avait un excès de complications. Je pense qu'ils ont dû mettre en place des mesures, peut-être préparer mieux les patients, enfin, il y a tout un ensemble de mesures, et puis alors qu'il a remis, puis là c'est remonté, mais là à nouveau, il a dû remettre en place une mesure, et là il est rentré dans les... Voilà ce genre d'outil qui pourrait parfaitement faire de la mesure de qualité, qui pourrait être parfaitement utilisé avec une base de données. Voilà, c'est ce qu'on appelle le processus de la qualité, hein, c'est un suivi d'indicateur. On regarde s'il est en dehors des clous, dès qu'il dépasse les limites, on peut très bien mettre en place une RMN ou une réunion pour analyser les causes et puis mettre en place des mesures. Et puis surtout, pour ceux qui font des RMN, vous savez très bien que quand vous préconisez des recommandations, c'est les suivre. Hein, est-ce que ça a amélioré, est-ce que ça a changé les choses? Et bien avec ce genre d'outil, on peut savoir si vraiment là on rentre dans les clous et on a modifié notre pratique. Et ça, c'est la démarche qualité, et je pense que c'est une vertu pédagogique plutôt de classer les établissements selon des codes tels qu'on a pu le voir dans d'autres pays. En conclusion, j'ai terminé. L'indicateur de résultat est nécessaire pour le qualité. Je pense que maintenant en France, on ne peut plus rester uniquement sur des indicateurs de structure, de processus. Il faut vraiment qu'on rentre dans le cœur du sujet, parce que les patients sont demandeurs. Ils le demandent. Je vais vous dire à titre personnel, quand j'ai fait cette tribune sur la mesure de la qualité, et j'ai vu qui ont réagi par Twitter, parce que vous savez, si vous l'avez vu par Twitter, ce sont les patients. Vous voyez, ils étaient très intéressés parce qu'ils sont très demandeurs pour avoir des... Bon, ils n'ont pas les mêmes termes que nous, mais donc, attention, il y a une pression, et les politiques sont très sensibles à ça, il y a une pression de la part des associations de patients, mais je pense que nous, professionnels de santé, il faut qu'on s'en prenne, qu'on prenne à bras le corps ce problème, qu'on soit les maîtres de... Voilà. Bon, les besoins de qualité, alors je ne vais pas refaire l'excellent topo qu'a fait Pierre-Emmanuel, l'exhaustivité des patients, on a vu les risques que ça peut entraîner, des conclusions totalement erronées, implication de tous les centres, c'est pas toujours facile malheureusement, et standardiser ça c'est vrai, là je pense qu'il y a eu un gros effort avec Epitor pour la reproductibilité, mais faut-il les rentrer correctement? Voilà, je vous remercie. J'aurais pu garder le titre initial, le grandeur ethnique de l'analyse statistique, parce que pour les non-habitués, il y a beaucoup de choses à retirer de cette présentation. Des questions? Monsieur Millet. Oui, bravo. Et puis, j'irai un peu plus loin. Là, on est dans la mesure d'une qualité de la productivité et du geste. Et vos techniques d'analyse s'appuient sur une donnée qui est relativement binaire. Je suis vivant ou je suis mort. Ma réflexion va, puisque moi je m'intéresse beaucoup à la cancérologie plus générale, et notamment la pathologie mammaire, etc., va sur des données, comment juger la qualité de données beaucoup plus subjectives, qui sont des données analogiques qu'on essaye de rendre numériques. Et je parle notamment de la fameuse, alors c'est plus la qualité du traitement, c'est la qualité de vie pour le sens large. Donc là, bien évidemment, on va trouver des indicateurs, mais les méthodes statistiques sont à mon avis encore plus complexes. Et quel est votre point de vue là-dessus? Ah oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Là, je n'ai pas abordé l'angle
important, c'est la notion de qualité de vie du patient. Et ça demande des analyses particulières. Honnêtement, je n'ai pas les compétences, donc je ne pourrais pas, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Mais je pense déjà, si on travaille déjà, mais dans un deuxième temps, il ne faut pas s'intéresser. Surtout que les patients sont très demandeurs aussi de la qualité de vie. Alors c'est sûr, on pourra construire n'importe quoi, mais il faut d'abord choisir la bonne échelle, faire la bonne analyse. C'est un autre métier. Et en plus, c'est à titre individuel et à titre sociétal. Absolument. Parce qu'il y a le problème des colis anglais, ou est-ce que ça sert de les colis, alors je veux dire, là-dessus, les colis, ça en France, c'est pas utilisé, il n'y a pas de seuil. Non, Pour l'instant, peut-être qu'un jour ça viendra, mais ça, les économistes, pour l'instant, enfin, je vous dis, pour côtoyer des économistes dans un autre domaine, pour l'instant, ça n'existe pas, les seuils. Peut-être qu'un jour, c'est pas la notre culture. Ouais, voilà, c'est même plus profond, c'est sociétal, c'est toute notre assurance maladie qui est fondée sur la solidarité, c'est pas du tout la même logique philosophique que l'Angleterre. Mais les économistes, eux, ils sont quand même si ça n'existe pas, ils utilisent ces poignées. Donc voilà, mais tout à fait, vous avez raison, les indicateurs de qualité de vie, c'est fondamental. Oui, je voulais revenir sur les problèmes des moyens et des résultats. Et je pense d'ailleurs que probablement l'Académie de chirurgie va organiser une journée avec Bernard et un certain nombre de gens qui sont ici, et les syndicats. Parce que je vous rappelle que sur le plan syndical, actuellement, on a une obligation de moyens, on n'a pas d'obligation de résultats. Par contre, on a bien vu avec Marcel, dans notre groupe à la HAS, où la plupart des chirurgiens qui sont là reconnaissent qu'on est obligé d'aller sur des résultats, comme tu l'as dit, c'est évident. Mais là encore, l'Association française d'urologie, il y a 12 ans, a proposé à la CNAM, contre une augmentation de la valeur de la lettre clé, que tous les urologues, 90% des urologues avaient voté pour, donnent leurs résultats du PSA après prostatectomie. C'est la CNAM qui a refusé. Hein, donc il ne faut pas oublier un certain nombre de choses. Mais donc je pense qu'il est important qu'on ait aussi cette réflexion, parce que les gens comme nous, disons, il est évident qu'il faut intégrer du résultat dans la qualité, mais il y a tout un combat syndical qui ne veut pas sortir de l'obligation de moyens. Et donc il faut qu'on arrive à convaincre, sinon on n'arrivera à rien et on va se faire imposer ça, comme tu l'as dit, par les associations de patients. Pour rejoindre ce que tu dis, c'est... Bon, j'ai regardé, j'avais eu contact avec les gens qui sont au ministère et ils travaillent notamment sur la réforme de la T2A. Je lui ai envoyé mon papier, mais même les politiques sont frileux. Ils sont frileux. Je ne dirai pas pourquoi, pour qu'un autre sujet, je ne peux pas vous le dire, mais ils sont frileux. Il n'y a pas que il y a peut-être les professionnels de santé, mais il y a aussi les politiques. Juste pour rebondir sur la qualité de vie ou la santé perçue, moi j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est relativement simple, hein, les données, c'est publié, les données subjectives. On peut quantifier les données subjectives. Les données qualitatives sont facilement quantifiables sur des échelles. Ça se travaille pas très facilement, mais on sait qu'en cochant une réponse A, B, C à un item qualitatif, derrière, on le rend quantifiable. Et après, donc, on peut l'analyser de la même façon. Mais on introduit un biais au moment de la numérisation d'un phénomène analogique. Oui. Donc il y en a encore en plus dans la critère de qualité de la méthode. Et puis la façon... C'est ce que j'appellerais le pré-analytique. La façon dont on est au moment où on a rempli ce questionnaire, bien sûr. C'est autre chose. Moi, je pense qu'il va falloir passer à la suite, et justement pour faire le trait d'union avec ce que va dire Olivier maintenant, dans toutes les présentations des trois de ce matin, le secteur libéral ne se retrouve absolument pas dans ce que vous avez dit. C'est très hospitalier universitaire, de par votre spécialité, la chirurgie cardiaque, la chirurgie thoracique. Et je pense que cet après-midi, j'espère qu'on pourra aller un petit peu au-delà. Olivier, c'est les CNP c'est tous les praticiens. Nous, en orthopédie, on est 70% de libéraux. On a des registres qui ne fonctionnent pas du tout. Notre propos cet après-midi, ça sera vous expliquer l'échec de notre registre. Et on va reprendre tous les points que vous avez dit ce matin. Pourquoi nous, on échoue? On échoue essentiellement parce qu'on est libéraux et qu'on fait 500 prothèses par an. C'est juste une réflexion globale pour tout ce qui a été dit ce matin. Tout à fait pertinent, mais simplement ce que l'on n'a pas dit, c'est que dans la base, il y a des millions. Il y en a. Mais vous avez raison, on est une chirurgie confidentielle, et puis c'est vrai que, je rejoins ce qu'a dit Jean-Manuel, on a eu le pacte qui nous a... Voilà, et je pense que ça compte énormément. Alors c'est vrai qu'on est une chirurgie plus confidentielle, on est une centaine de centres, hein, à peu près, qu'ils ont, voilà, donc c'est facile. Alors que vous, orthopédie, vous êtes de centres
combien de enfants qui fait l'orthopédie, dont une grande partie, comment? Le chiffre de pneumoectomie par rapport au chiffre de prothèse de hanche. Ah oui, là, c'est donné PMSI, on va vous dire, ça va vous faire rigoler. Donné PMSI 2016, le nombre de résections pulmonaires pour cancer, c'est 10 000 enfants. Les prothèses de hanche, c'est combien? Voilà, c'est 150 000. 150 000. Voilà. Non, mais d'accord. Non, mais je dis, ça, c'est un bon modèle, c'est le monde idéal qu'on me décrit. Malheureusement, le monde réel, voilà. Non, mais d'accord, nous sommes d'accord. Tiens, monsieur Joannet, une dernière question, et puis... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de culture médicale aussi? Parce que quand on parle de la formation, on dit bah, moi je suis passé chez Bertrand, je suis passé chez Bernard, ça, mais il n'y a pas du tout le logbook ou comme il existe dans d'autres pays où on dit bah voilà, j'ai fait tant de pneumonectomie, tant, etc. Et après, quand on interroge les gens sur disposez-vous d'une file active de vos patients, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de retrouver les patients que vous avez opérés? Il ne s'agit pas là de noter s'ils ont les yeux bleus, ou etc. Le simple fait de retrouver les patients, on a l'impression que ça parle à personne. Et est-ce que c'est pas un problème de formation aussi, d'évaluer son activité? Alors, dans l'hôpital, on a ça, c'est-à-dire que les internes rentrent leurs données et ils peuvent éditer, lorsqu'ils passent le collège, ils ont des tableaux automatiques qui sortent avec le nombre de patients qu'ils ont opérés en premier ou en aide. Donc, ils ont ça, et ça s'appelle Epiform, c'est ce qu'ils ont monté là-dessus, mais ça répond tout à fait à cette question. Dans un autre groupe. Mais ça fait quand même, depuis quoi? 2-3 ans? Oui, c'est récent. C'est récent.